Bonjour à tous. Alors, de par l'évolution régulière d'une réglementation complexe, des recommandations de bonnes pratiques, ceci dans un contexte de nouvelles réformes réglementaires du suivi individuel de l'état de santé des salariés, la problématique de l'amiante dans le BTP est devenue une spécialité dans la spécialité pour le médecin du travail et les membres de l'équipe pluridisciplinaire, nécessitant des compétences et une mise à jour régulière des connaissances. Le service de santé au travail a un rôle important de prévention collective en entreprise dans le cadre de l'action en milieu de travail réalisée par une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail. Comme nous l'avons vu dans l'exposé précédent du Dr Mourant, ces actions peuvent s'inscrire dans le cadre d'un CEPOM. La création ou la mise à jour de la fiche d'entreprise, systématique pour toutes les entreprises, est une bonne occasion pour poser la question de l'amiante, faire prendre conscience du risque et proposer une action de sensibilisation. Les services de santé au travail sont les acteurs de prévention les plus présents auprès des très petites entreprises. Ces TPE ont généralement une moins grande culture de prévention, disposent de peu de moyens, elles sont moins sensibilisées au risque amiante alors que leurs salariés peuvent être confrontés à des travaux qui relèveraient de la sous-section 4. Les TPE sont donc une cible d'intervention à privilégier pour les SST. Les risques d'exposition à l'amiante lors des travaux en sous-section 4 sont probablement encore trop souvent sous-estimés. Nous manquons encore de données. CF, le projet Carto Amiante se développait hier par Mme Monneray. La formation dont bénéficient les opérateurs en sous-section 4 n'est pas obligatoirement effectuée par des organismes certifiés et nous en avons vu hier dans l'exposé de Mme Picors-Moulin les inégalités en termes de qualité. C'est pourquoi les entreprises intervenant en sous-section 4 sont également une cible à privilégier. Le médecin du travail coordonnera des actions de son équipe pluridisciplinaire pour des missions d'information et de prévention dans l'entreprise. Information des salariés sur les risques que font courir l'inhalation de fibres d'amiante pour leur santé, les principes de prévention primaire déclinés dans l'identification des situations à risque d'exposition à l'amiante, le repérage amiante, la réglementation, les principes de prévention collective et individuelle. Les intervenants n'oublieront pas d'encourager les salariés à signaler à leur médecin du travail leurs expositions passées ou accidentelles à l'amiante, dont ils auraient une connaissance précise afin de mettre en place un suivi post-exposition adapté. Les apprentis sont aussi une cible à privilégier pour les sensibiliser dès leur formation professionnelle au risque amiante, intérêt des interventions des services de santé au travail dans les CFA. Le médecin du travail ou l'infirmier en santé travail mèneront également des actions de sensibilisation en entreprise sur le risque du tabagisme pour la santé. Toutes ces interventions de l'équipe pluridisciplinaire seront menées en synergie de compétences, d'actions et de moyens avec les autres acteurs de la prévention que sont par exemple l'OPP-BTP, la CARSAT, la Direct, l'INRS. Pour les entreprises intervenant sur l'amiante, la réglementation amène le médecin du travail à donner son avis sur différents documents en amont de l'intervention effective des salariés sur le chantier. Nous avons le projet de stratégie d'échantillonnage, avis sur la notice de poste, consulter sur l'organisation du travail, avis sur les modes opératoires pour les travaux réalisés en sous-section 4. Par contre, le médecin du travail n'est pas réglementairement sollicité pour les plans de retrait établis pour les travaux en sous-section 3, communiqués une fois par trimestre au médecin du travail. L'entreprise peut toujours cependant nous demander un conseil sur certains points du plan de retrait, notamment les points réglementaires. Et là, en tant que médecin du travail, on se doit de répondre en vertu de la mission de conseil du médecin du travail, mais nous n'avons pas d'avis à donner sur l'ensemble du plan. Il n'a pas d'avis à formuler sur le classement des travaux dans le cadre sous-section 4 ou sous-section 3, cette responsabilité étant celle du donneur d'ordre. Au-delà de l'aspect réglementaire, ces avis concernent les documents établis avant l'exposition des salariés qui doivent permettre de mettre en place des actions de prévention. Ils ont donc un rôle à jouer dans la prévention primaire.
Pour rendre ces avis techniques, le médecin du travail pourrait avoir la possibilité de se faire conseiller par un médecin référent amiante au sein de son service qui aurait acquis des compétences spécifiques mises à jour régulièrement et d'un IPRP qui aurait bénéficié d'une formation spécifique sur le risque amiante. L'examen médical d'aptitude à l'embauche ou avant affectation de travaux exposant à l'amiante. Tous les salariés effectuant des travaux exposant à l'amiante, identifiés comme un risque particulier, bénéficient donc d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Il appartient au médecin du travail d'adapter ce suivi à l'état de santé et à la situation de travail de chaque salarié et de juger de l'opportunité d'examen complémentaires. Le dossier médical en santé-travail établi à cette occasion devra être conservé au moins 50 ans après la fin de l'exposition. Effectués avant les travaux susceptibles d'exposer à l'amiante et avant la formation sous section 3 ou sous section 4, conformément à l'arrêté du 23/02/2012, article 3, la visite médicale initiale n'aura pas pour seul but de délivrer une aptitude au poste, mais sera une bonne occasion d'attirer l'attention du salarié sur certains points de prévention et l'informer sur la toxicité de l'amiante pour sa santé. On recherchera des antécédents d'exposition à l'amiante et les conditions de ces expositions en termes de formation, de protection collective ou individuelle. On recueillera, si elles existent, les fiches d'exposition et attestations d'exposition antérieures. On interrogera le salarié au moyen d'un questionnaire. Pour cela, le médecin du travail pourra être aidé par une infirmière formée à l'utilisation du guide de repérage des expositions à l'amiante pour le médecin du travail élaboré sous l'égide du ministère du Travail ou à une adaptation plus spécifique pour le BTP, telle que celle élaborée par la SBTP 06, consultable sur le site INRS en tapant la référence TF 226. En cas d'antécédent d'exposition, le médecin du travail jugera de l'opportunité de proposer un scanner thoracique proposé en référence aux recommandations HAS 2010 pour le suivi post-professionnel, une image pathologique potentiellement liée à l'amiante susceptible d'une déclaration en maladie professionnelle pourrait contre-indiquer une nouvelle exposition. En dehors de cette situation, le médecin du travail prendra sa décision en fonction de l'importance de l'exposition passée estimée. Il vérifiera l'aptitude physique et mentale du salarié à supporter les contraintes des travaux exposant à l'amiante en recherchant des signes d'insuffisance respiratoire, des signes des causes d'insuffisance cardiaque, des risques de malaise, des antécédents psychiatriques, une claustrophobie, et il s'enquérera de la nécessité de port de verres correcteurs, car les lunettes peuvent altérer l'étanchéité du masque, les lentilles peuvent être mal supportées en raison d'un assèchement oculaire. Le salarié recevra une information claire et accessible sur la toxicité de l'amiante. Le rôle néfaste du tabac comme cofacteur de cancérogénicité sera souligné et le sevrage en sera encouragé. En ce qui concerne les examens complémentaires, l'intérêt des EFR ou une spirométrie réalisée dans de bonnes conditions réside uniquement dans la recherche d'un trouble obstructif, vérifier le contrôle d'un asthme, enfin concourir à la détermination de l'aptitude au poste de travail qui doit prendre en compte l'utilisation des protections respiratoires. Quant à la radiographie pulmonaire, on sait qu'elle n'a aucune indication dans le dépistage des pathologies liées à l'amiante. C'est donc le médecin du travail qui jugera de son intérêt au titre d'image de référence, mais à ne pas renouveler, ou en cas de signe d'appel clinique, comme le recommandait la conférence de consensus de 1999. La conclusion de cette visite débouchera sur un avis d'aptitude au poste de travail, prenant en compte le risque d'exposition à l'amiante, les contraintes liées au poste et le port d'appareils de protection respiratoire conformément à l'arrêté du 23/02/2012, article 3. Cependant, il ne s'agit pas de répondre à des sollicitations, notamment des organismes de formation, exigeant de porter la mention « apte au port des équipements de protection respiratoire » sur les avis d'aptitude. Un tel libellé n'est pas imposé par la réglementation, il s'agit d'une mauvaise compréhension de l'arrêté qui ne parle que de prise en compte. L'aptitude à un poste de travail exposant à l'amiante prend nécessairement en compte les différentes contraintes, y compris celles du port de tous les EPI. La mention expresse de l'absence de contre-indication médicale aux travaux exposant à l'amiante n'est plus réglementairement obligatoire sur l'avis d'aptitude depuis la modification de l'article R44-12-44 par le décret du 24/12/2016. Cependant, par souci de clarté vis-à-vis de l'employeur et des organismes de formation, il nous paraît préférable de continuer à la mentionner. Pour adapter le suivi individuel, oh là, ça y est, la zapette.
Pour adapter le suivi individuel renforcé de chaque salarié et juger de l'opportunité des prescriptions d'examens complémentaires, le médecin du travail prend en compte les recommandations de bonnes pratiques. Il a en particulier à sa disposition pour référence, nous l'avons vu hier, la conférence de consensus de 99, les recommandations HAS 2010 sur le suivi post-professionnel, la recommandation de 2015 relative à la surveillance des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes pulmonaires. Lors de la visite périodique, les informations délivrées lors de la visite initiale seront reprises ou complétées. Et parmi elles, je souligne qu'on recherchera aussi des signes cliniques de pathologie liées à l'amiante, tout en sachant que ces signes sont peu spécifiques et que leur apparition est trop tardive. On s'attachera particulièrement à assurer la traçabilité des expositions en cours dans le dossier médical au moyen des différents documents qui sont à notre disposition. Documents uniques, fiches d'entreprise, communication par l'employeur des fiches d'exposition à l'amiante en faisant attention à ce que les différentes rubriques soient bien mentionnées, soient correctement renseignées, de la communication par l'employeur des résultats des mesures d'empoussièrement destinées à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle, de l'interrogatoire du salarié, des entretiens avec l'employeur, des actions en milieu de travail que l'on pourra compléter par des visites sur site pour vérifier les conditions de mise en œuvre des modes opératoires. Quant aux examens complémentaires, même commentaire pour ce qui concerne l'aspirométrie. Je rappelle qu'il n'y a pas lieu de prescrire de radiographie pulmonaire en dehors d'un signe d'appel clinique. L'aspirométrie, les EFR, pour vérifier uniquement l'aptitude au poste. Suite à une étude américaine que nous avons vue hier, le NLST, la question de la pertinence du dépistage des cancers bronchopulmonaires par scanner thoracique pour les sujets à haut risque est posée. Mais selon cette recommandation de 2015, une expérimentation pour le dépistage des cancers bronchiques liés à une exposition à des cancérogènes pulmonaires doit d'abord être menée en France. Par conséquent, dans l'attente de ces résultats, la recommandation numéro 16 de cette conférence de 2015, la prescription d'un scanner restera en référence aux recommandations HAS 2010 sur le suivi post-professionnel. Enfin, en référence à la recommandation de 2015 numéro 21, lorsque le salarié quitte l'entreprise dans laquelle il est exposé à l'amiante, il faut organiser une visite spécifique dite de départ. Il appartient à l'employeur de signaler le départ de ce salarié au service de santé au travail avant qu'il quitte effectivement l'entreprise, et il appartient au service de santé au travail d'organiser cette visite. Le médecin remplira à cette occasion le volet médical de l'attestation d'exposition cancérogène fournie par l'employeur qu'il remettra ensuite au salarié. Afin de préparer le suivi post-exposition, le médecin du travail remettra donc au salarié qui quitte l'entreprise, tout en demeurant dans la vie active, les éléments suivants. Une copie de son dossier médical en santé de travail contenant toutes les informations nécessaires au suivi ultérieur, des informations sur le suivi post-professionnel, des informations sur les maladies professionnelles, sur les droits à réparation, que nous verrons cet après-midi dans l'exposé du professeur Bergeret, un courrier de synthèse à destination de son prochain médecin du travail. Afin de préparer le suivi post-professionnel en référence aux recommandations HAS 2010 et aux recommandations de 2015, il est recommandé d'organiser une visite dite de fin de carrière pour tous les salariés du BTP à partir de 50 ans. Sa justification repose non pas sur un bénéfice médical préventif ou thérapeutique, mais sur les droits du salarié à connaître les risques auxquels il a été exposé, à bénéficier d'un suivi médical adapté et de la reconnaissance éventuelle des maladies professionnelles et à pouvoir bénéficier des dispositifs de réparation. Cette visite médicale de fin de carrière comportera, outre les éléments que nous avons déjà cités, la réalisation d'un relevé des expositions antérieures à l'amiante. Et pour cela, outre les outils déjà cités, on se référera aux outils de reconstitution de carrière dans l'exposé du professeur Brochard qui va suivre. Donc, je passe sur les différentes informations que j'ai déjà citées, que l'on délivrera également à l'occasion de cette visite de fin de carrière. J'insisterai aussi sur la prise en compte de l'impact psychologique lié à la connaissance par le salarié d'une exposition à l'amiante, et je reporte à l'exposé du Dr Taon cet après-midi. Bien sûr, le sevrage tabagique, et tous ces éléments, accompagnés d'un courrier de synthèse explicatif, seront transmis au salarié qui pourra les communiquer à son médecin traitant pour mettre en œuvre le suivi post-professionnel.
Cependant, encore trop de retraités ne bénéficient pas du suivi post-professionnel auquel ils auraient droit. Pour pallier à cela, il est souhaitable que l'employeur adresse systématiquement au service de santé au travail tout salarié sur le point de partir en retraite. En conclusion, pas mal, hein? J'avais peur qu'elle passe pas celle-là. Les services de santé au travail ont un rôle important à jouer dans la prévention primaire des risques liés à l'exposition à l'amiante et le suivi des salariés exposés. La traçabilité des expositions, l'information des salariés exposés constituent des axes majeurs d'intervention. Cela nécessite une formation spécifique des différents intervenants de l'équipe pluridisciplinaire et aussi, il faut le reconnaître, une organisation relativement lourde des services de santé au travail pour les différentes visites que je viens de citer et pour lesquelles une prise en compte dans la réglementation nous paraît souhaitable. Je vous remercie.